un autre gamin qui a une main arrachée, une jeune fille qui a une épaule démise. Et là, à partir de 23 heures, on les lâche dans Paris, avec l'ordre, nettoyez-moi tout ça. Et le pauvre Malik Oussekine est déjà très endommagé. Il bouge plus, et là, il s'acharne sur lui. Olivier Croubois, bonjour. Bonjour. Tu es historien, tu as notamment écrit La loi de Vaquet, raison et sens d'un échec. C'est une loi intéressante parce que c'est l'échec d'un projet de loi, le projet de loi d'un gouvernement de droite à un moment d'une cohabitation, et ça peut nous éclairer le moment présent. Du coup, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que cette loi, on voit que le gouvernement a reculé et elle est dans un contexte particulier. C'est la première cohabitation de la Ve République. Voilà, oui, effectivement. À l'époque, le président de la République s'appelait François Mitterrand. Et arrivent les élections législatives de mars 1986, et elles sont gagnées par une coalition de droite, donc RPR, ceux qui s'en souviennent, et UDF, et l'UDF étant déjà un conglomérat de petits partis, centristes, démocrates chrétiens, libéraux, voilà. Très rapidement, François Mitterrand, après le résultat des élections, nomme Jacques Chirac, Premier ministre, qui, lui, constitue un gouvernement. Alors, il y a juste une petite chose qui est importante à raconter, c'est que il nomme René Monory, ministre de l'Éducation nationale, et naïvement, Monory, lui, s'imaginait qu'il aurait tout, à savoir de la maternelle aux universités. Mais là, Chirac a cerné Monory de ministres délégués, de secrétaires d'État divers et variés, RPR. Alors qu'il était UDF. Oui, parce que Monory, lui, c'était un baron UDF, un ancien président du Sénat. Et donc, c'est comme ça que Jacques Chirac nomme Alain de Vaquet, qui est un gaulliste symbolique. Hein, c'est vraiment un type qui croit à la parole de Charles de Gaulle. Il est jeune, c'est un enseignant, il est professeur de chimie, quelqu'un d'investi et dans son métier et dans sa passion politique. Et Chirac l'impose à René Monory comme ministre délégué à l'enseignement supérieur. Donc ce qu'on a, c'est un bloc de droite qui est instable entre deux forces, le RPR et l'UDF. Et donc il y a les élections 2 ans après. Donc Jacques Chirac marche sur des œufs. Oui. Mais il commence avec une loi donc sur les étudiants, sur une réforme des universités, voulant abroger la loi Savary. La loi Savary étant une loi socialiste. Donc l'objectif, c'est de passer à autre chose. Juste un petit détail aussi qui est important, c'est qu'Alain de Vaquet n'a à aucun moment été sollicité avant les élections pour un éventuel projet de loi. C'est-à-dire qu'il l'apprend, ça c'est quand même symboliquement, c'est très fort, il l'apprend alors que Jacques Chirac est en train de faire son discours de politique générale à l'Assemblée. Qui est le premier discours du Premier ministre. Quand il arrive, il a 50 minutes pour tout balancer. Chirac dit, quant à l'enseignement supérieur, la loi Savary sera abrogée et nous allons écrire un nouveau projet de loi. Donc, de Vaquet est fou furieux. Pourquoi? Parce que c'est un homme du sérail, c'est un enseignant, et il sait très bien ce que produit l'avènement d'un nouveau projet de loi. À chaque fois qu'il y a eu, y compris à gauche ou à droite, ça a fait des manifestations monstres. Saulnier CIT a eu des manifestations pendant près de 6 mois. Savary, quand il a proposé son projet de loi sur l'enseignement supérieur, a eu des manifs de droite. Et là, de Vaquet se dit, ça va encore bouleverser le monde de l'université, ça n'est pas sain. Donc, il est quand même contraint et forcé d'écrire un nouveau projet de loi. Et là, évidemment, il y a toutes les pressions de droite. Donc, il écrit un projet de loi dans lequel on remet un peu en question l'entrée à l'université, où normalement le bac est le premier niveau universitaire. Donc l'universalité de l'accès à la fac. Donc un peu plus de sélection, une augmentation des droits d'inscription, et encore elle était très modeste, mais symboliquement c'est aussi une chose que les syndicats étudiants réfutent, et la création possible de diplômes d'université. C'est-à-dire que une université pouvait créer son propre diplôme. Ça, c'était très ennuyeux parce que, effectivement, l'universalité et de la valeur des diplômes sur tout le pays était bousculée.
Donc, Alain Devaquet finit quand même par... Il prend du retard, beaucoup de retard. Au lieu de le présenter au mois de mai devant le Conseil des ministres, il n'est présenté qu'au mois de juin. Et puis, in fine, il est repris, changé, transformé. Et il arrive, in fine, au Sénat au mois d'octobre. Et là, à la rentrée scolaire. À la rentrée scolaire. Mais de mars à octobre, il se passe rien dans les universités parce que les étudiants, eux, à partir du mois de mai, ils quittent la fac. Plus rien ne se passe jusqu'au mois d'octobre. Et là, naïvement, les ministres et les gens du gouvernement se disent, mais c'est merveilleux, les étudiants ne s'intéressent plus à la politique, on va pouvoir continuer sans problème. Et en effet, la proposition de loi passe d'abord au Sénat. Oui, pour des histoires d'encombrement de l'Assemblée nationale. Et ce qui se passe, c'est qu'ils avaient préparé une armada de CRS avec aucun étudiant face à eux. Oui, effectivement, ils cernent le Sénat avec les CRS. Donc pour eux, il n'y avait plus rien. Il se passe rien. Pas de problème. Donc c'est génial, on va pouvoir y aller franco. Manque de chance, une semaine ou une semaine et demie après, des étudiants de Villetaneuse commencent à lire le projet de loi et ils se disent mais... Et là, ça commence à s'enflammer, les universités se mettent en grève à peu près sur tout le territoire, les unes après les autres, et le mouvement de contestation naît à ce moment-là. Donc, il y a une première manifestation qui est lancée, celle-ci à Paris, mais aussi sur toute la France, hein, qui est plutôt bon enfant. Il y a énormément de monde, des étudiants, mais aussi des lycéens, parce que ce sont surtout les lycéens qui sont concernés par ce projet de loi. Donc entre Panthéon-Sorbonne et... Entre Sorbonne et les Invalides. Les Invalides, puisque ça arrive derrière l'Assemblée nationale. Hein. Mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ce sont beaucoup de lycéens qui participent à cette manifestation. La symbolique du cortège, du respect, du tracé, du parcours, ils s'en foutent un peu. Et comme ils piétinent parce que la manifestation a du mal à démarrer, ils prennent le métro. Eh ben, ils prennent le métro, ils longent les quais et ils se retrouvent face à l'Assemblée nationale. Et quand le cortège officiel, lui, arrive derrière. Sur les CRS se retrouvent avec des étudiants devant et des étudiants derrière. Et comme ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. On retire la ligne de CRS. Et là, c'est un véritable succès pour les étudiants quand même. Parce que on parle de 90 000 manifestants, selon les organisateurs. Et ils décident, là pour le coup, de faire une manifestation nationale à Paris, avec des étudiants qui viendront de la France entière. Et là, beaucoup plus grande, entre Bastille et Invalides. Et là, c'est le 4 décembre. Le 4 décembre. Et là, c'est une manifestation monstre. Alors là, c'est une manifestation monstre. Il y a énormément, à l'époque, les étudiants ont parlé de près d'1 million de participants, mais il faut bien dire que quand la manif arrive sur les coups de 17h, place des Invalides, les gens piétinent encore à la Bastille jusqu'à 21h, 22h. Hein. Donc, ça, c'est bien. C'est énorme. C'est bien d'avoir ce référentiel-là, parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cet ordre-là. Il y a deux couloirs pour les manifestations. Oui, c'est pour éviter d'avoir des manifestations trop longues. C'est ça. Mais ça permet d'avoir un référentiel. Paris est blindé. Ah oui. Et cette manifestation a un but précis, c'est celle d'envoyer une délégation rencontrer le ministre Monory et le ministre Devaquet, ministre délégué Devaquet, pour demander l'abrogation et le retrait du projet de loi. Or, quand la manifestation progresse vers les Invalides, d'abord, les services d'ordre de la manifestation se trouvent confrontés à un phénomène qu'on a maintenant systématiquement, mais la première fois qu'on le constate réellement, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse, à savoir des gens qui débordent la manifestation par les côtés, par les trottoirs, et qui se constituent en une manifestation un peu sauvage. Dont on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, plus des autonomistes, mais même pas sûrs. Et là, il y a quand même une tension. Les services d'ordre d'étudiants sont un peu sur les dents. Et ce qu'ils ignorent, c'est que déjà depuis 15 heures, des groupes très actifs harcèlent les policiers qui sont qui ferment le quai
et le pont Alexandre III et le quai à côté du ministère des Affaires étrangères pour empêcher que la manif aille vers l'Assemblée nationale. Et là, ils sont harcelés à partir de 15h. Alors, qui sont ces gens? Les journalistes ont dit tout et n'importe quoi. On a parlé de lutte ouvrière, mais c'est pas du tout leur registre. Ouais. On a parlé d'autonomes, ce qui me paraît être beaucoup plus précis. Des gens, et encore des gens qui viennent de queue de comète d'organisations révolutionnaires comme les GARI, les NAPAP, et puis c'est le milieu squat très actif à cette époque-là, et très probablement des gens quand même très violents, hein. Et ce sont eux qui harcèlent. Et quand la tête de la manif arrive, à partir de 18h, la délégation se forme et va rencontrer le ministre et le ministre délégué. À quel endroit, juste? Au ministère de l'Éducation nationale, chez Monory. Et là, c'est l'échec total. Monory commence par mépriser un peu en parlant, en disant, vous savez, vous dites qu'il y a 1 million de gens, mais c'est pas vrai. Et tout. En plus, il dit, je viens de rencontrer des étudiants non grévistes d'un syndicat, le SELF, libéral, ultra minoritaire à droite, et tout. David Assouline, qui est le chef porte-parole de cette délégation, le prend très mal en disant, mais nous on a 1 million de gens, vous parlez d'un tout petit tout qui sont non grévistes. Donc ça s'engage très mal. Et au moment où ils essayent quand même d'établir un débat, Alain Devaquet tente de prendre la parole et ouvre sa serviette et sort un nouveau projet de loi qu'il a considérablement amendé. Mais Monory, lui... amendé de manière positive pour les étudiants. D'accord. Bon, il avait essayé de retirer des articles, les fameux articles litigieux, les 3 articles litigieux, il l'avait revu à la baisse. Mais Monory, lui, ne veut pas. Il lui coupe la parole. Il lui fait ça. Devaquet comprend qu'il peut plus rien faire. Il range son document. Et là, messieurs, mesdames, nous pouvons vous refuser de comprendre, vous refusez le débat. Il est 20h, tout le monde doit passer aux 20h, donc la délégation descend des marches du ministère, s'adresse à la nation via le journal de 20h en disant, mais voilà, il sera refusé de retirer son choix. Et là, ils arrivent, retournent place vide. Il est 20h, la police a décrété que c'était la fin de la manifestation, et suite déjà aux nombreuses agressions de policiers qui durent depuis 15 heures, hein. Les mecs, ils en prennent plein la poire, hein. Ça s'est complètement enflammé sur le pont d'Alexandre III, il y a des camions de police qui flambent et tout, donc ça devient très violent. Et là, la police charge pour dégager la masse de gens qui continuent d'arriver. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, la masse de gens continue d'arriver, mais ils comprennent pas bien ce qui se passe. Ils voient des espèces de comment ça s'appelle, de feux d'artifice. Oui, ils pensent que c'est des feux d'artifice. Sauf que c'est des jets de lacrymo, hein, ça laisse toujours des traînées lumineuses. Et là, ça charge. Les services d'ordre étudiants arrivent à relancer une manif sauvage pour dégager tous ces gens-là, et ça se bagarre jusqu'à 2-3 heures du matin. Le lendemain, la presse parle de ce qui s'est passé. Il y a un gamin avec un œil enfoncé, un crâne enfoncé. Petite pause dans la vidéo, juste pour vous dire qu'on est un média indépendant et engagé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que personne ne nous finance à part vous. Alors si vous voulez qu'on continue, je vous invite à aller dans le lien dans la description sur KissKissBankBank pour qu'on puisse continuer à faire ces vidéos. Parce que les flics ont tiré en tir tendu. Ils tirent à vue. Voilà, ils ont tiré en tir tendu, ce qui est totalement interdit par la doctrine du maintien de l'ordre. On va tirer à 45 degrés pour que la grenade redescende. La presse s'empare de tout ça, et le lendemain, on sent quand même que l'opinion publique est en train de basculer. Et donc ça, là on est le 4 décembre. On est le 4 décembre. Le lendemain, c'est le 5. Voilà. Donc l'opinion bascule à ce moment-là. Alors, l'opinion continue
sont des parents, sont des gamins. Il y a beaucoup de lycéens ou de très jeunes étudiants. Donc, quand on commence à toucher au môme, les gens n'aiment pas ça. Plus que le ministre de l'Intérieur s'appelle Charles Pasqua, il a mauvaise presse, déjà depuis un bout de temps, donc ça commence à bouger. Et là, les étudiants décident, d'une manière un peu sauvage, d'organiser une manif dans Paris, qui va tourner dans tout Paris pendant toute la journée. Sauvage, sans... Oui, sauvage, là. Ok. Et le soir, ça revient au quartier latin, et là, ça s'enflamme. Bon, avec des gens un peu troubles. Hein. L'extrême droite est là aussi, elle attise le feu à un immeuble, du reste, et tout. Et dans la soirée, assez tardivement, le préfet de police dit, bon allez, faut nettoyer le quartier latin, on va envoyer les voltigeurs. Les voltigeurs, c'est un... Juste, ça me fait rire, parce que c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Bon, on a une version rabougrée des voltigeurs. Oui, les braves. Oui, les braves aiment. Mais dans le contexte actuel, il y a énormément de manifs sauvages dans Paris, oui. Qui sont également, du coup, chassés par des voltigeurs, et qui, eux, ne tapent pas sur la moto, alors que c'était le cas à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'un voltigeur? C'est un binôme constitué d'un policier de la route et d'un moniteur de l'école de sport de la police. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas, on appelle le matin, on réunit dans un local, et toute la journée on les chauffe. Et de quelle manière, par exemple? Là, très probablement, on leur a expliqué qu'un policier a été tué. Donc les mecs deviennent fous furieux. On les met dans une pièce. Oui, c'est un local qui appartient à la préfecture. Il fait chaud. Ah, ça, je sais pas s'il y a pas de fenêtre, mais en tout cas, ils sont là dès le matin. Les binômes se forment, mais c'est des gens qui ne se connaissent pas, ils ne travaillent pas ensemble. Et le gros problème, c'est que ni les uns ni les autres ne sont formés au maintien de l'ordre. Ils sont là pour terroriser. C'est des policiers, c'est pas des CRS. C'est des policiers. Donc, c'est un truc qui a été créé par Marcellin pour casser les fins de manif et pour faire la chasse au Mao dans les années 60-70. Donc, ça a une très très mauvaise réputation. Et là, à partir de 23 heures, on les lâche dans Paris avec l'ordre, nettoyez-moi tout ça. Et l'ordre, on fait de police. Nettoyer le quartier latin. Nettoyer, c'est un terme fort. Or, le principe, c'est qu'ils sont équipés, le passager est équipé de ce qu'on appelle une bidule, ou un bidule, qui est une matraque en bois. C'est ça. Et le principe, c'est que quand on voit des gens courir, le motard, lui, est sur c'est une moto de trial, hein, donc très maniable, pour monter sur les trottoirs, tout. Et il tape dans les jambes du type qui court, il tombe, et là, il le termine un petit peu, ou soit par d'autres CRS, ou des fois, bien souvent, ils descendent de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Toute une flopée de voltigeurs arrive dans la rue Monsieur le Prince, par la rue Racine, et là, au moment où ils tournent dans la rue Racine, de la rue Racine vers la rue Monsieur le Prince, il y a le chef qui, lui, est tout seul sur sa moto, il négocie mal son virage, il tombe. Il se relève, fou furieux, vexé, il remonte sur sa moto. Ça me fait rire, parce que ils sont vraiment vexés quand ils font des erreurs, que même aujourd'hui. Hein, on va le voir pourquoi. Parce que devant au moment du procès, il dira, mais j'ai reçu un pavé dans la poitrine, c'est ce qui m'a fait tomber. Or, à ce carrefour-là, il y avait des gendarmes qui étaient en train de remballer parce que c'était hyper calme. Ils étaient prêts à s'en aller, ils ont vu les voltigeurs arriver, mais ils ont témoigné. Le type, il est tombé tout seul, là. Puisqu'il y avait personne, puisqu'on remballait, puisqu'il y avait personne. Ouais. Or là, il y a deux jeunes hommes qui voient les voltigeurs arriver, qui se mettent à courir, parce qu'ils ont telle réputation. Le premier s'appelle Bezelon, il est agent au ministère des Finances, il habite là, il ouvre la porte de son immeuble, il rentre dans l'immeuble, et il est suivi sur ses talons par Malik Oussekine, qui est un jeune garçon qui est étudiant dans une école de commerce, qui n'a rien à voir avec le mouvement, qui est absolument pas concerné par le mouvement. Qui était là par hasard. Qui est là par hasard, on a raconté que c'est peut-être une boîte de jazz, on savait pas trop d'où il venait.
Il frappe à la porte de l'immeuble en disant « Laissez-moi rentrer ». Beslon lui ouvre la porte, il rentre, et là, manque de choses. Les CRS, et entre autres le flic qui est tombé, court après eux, glisse sa matraque dans la porte, empêche la porte de se refermer, rentre, et là, ils cognent comme des sourds. Ils sont deux à cogner. Ils sont deux. Et ils sortent, et là, le chef s'aperçoit qu'il a perdu son arme de service. Effectivement, Beslon trouve l'arme de service en se disant, en bon agent de l'État, il dit, je la restituerai demain au commissariat de police. Et le chef arrive, et il voit Beslon avec l'arme. Il dit, ah, t'as essayé de me piquer mon arme. Il lui retape dessus, et le pauvre Malik Oussekine est déjà très endommagé. Il bouge plus, et là, il s'acharne sur lui. Et il le tue. Alors, en fait, les secours arrivent, les gens du SAMU constatent la mort de Malik Oussekine, 1h du matin, mais ne disent rien, emmènent le corps, parce qu'ils ont très vite compris que s'ils annoncent la mort d'un gamin, c'est le quartier qui l'a en feu, et là on maîtrise plus rien. Donc ils disent rien. On est donc dans la nuit du 5 au 6. Du 5 au 6, et officiellement, Malik Oussekine serait mort à 2h du matin à l'hôpital. Mais il y a des images de la presse. C'était terrifiant. Alors là, le lendemain matin, c'est une catastrophe. La mort est annoncée. Là, c'est l'ensemble du pays qui commence à basculer. Et là, il y a une crise au sein du gouvernement. Les libéraux, Léotard, Longuet, Madelin, se précipitent chez le Premier ministre en disant « faut arrêter ça. Faut arrêter ». Chirac ne veut pas. Lui, il a connu mai 68. C'est lui qui a organisé, entre autres, les négociations de Grenelle. Il dit, si on cède, après, c'est fini, c'est foutu. Bah oui, parce que 2 ans après, c'est les élections. Voilà. Et en plus de ça, c'est les élections présidentielles. Donc, en fin de compte, ils n'ont que 2 ans et ils ont le droit à un sans faute. Et là, s'ils cèdent, c'est comme Macron maintenant. Il n'aura plus, de marge de manœuvre. Une marge de, voilà. Exactement. De l'autre côté, Pasqua, hors de question que la rue, c'est pas la rue qui décide, puisqu'il est marseillais, il parlait comme ça, Pasqua. Et là, Mitterrand dit sournoisement à Chirac, souvenez-vous, en 84, quand il y a eu le projet de loi sur l'école publique et l'école privée, il y a eu une levée de bouclier de la droite, là, avec des manifestations très importantes. J'ai cédé, j'ai retiré le projet. Pourquoi vous ne retirez pas le projet? Chirac est quand même très très mal à l'aise. Parce qu'il sait que non seulement il va passer, s'il cède, il va passer 2 ans épouvantables, puis il aura quand même François Mitterrand comme challenger aux prochaines élections présidentielles. Donc, et l'autre, il attise un maximum quand même, voilà. Et puis, ça dure comme ça encore 2-3 jours. Les syndicats s'en mêlent. Il y a des manifestations à la mémoire de Malik, entre autres le 10 qui est prévu. Et là, Bergeron, qui est le secrétaire général de FO, va voir Chirac en lui disant « Voilà ce qui va se passer. Les syndicats sont en train de se mobiliser. Dans 10 jours, il y a un conflit chez les cheminots qui va démarrer. Si vous ne retirez pas le projet de loi maintenant, il va y avoir une jonction entre la classe ouvrière et les étudiants. Et là, c'est 68. Et tout le monde a cette image en tête. Et là, Chirac hésite encore. Monory voulait pas abandonner le projet non plus. Bah, mais en même temps, il se dit, à partir du moment où il y a la mort de Malik Oussekine, c'est-à-dire le responsable, c'est Charles Pasqua et Jacques Chirac, c'est une affaire du RPR. Puis ça l'arrange. Et il dit, je vais reprendre l'affaire et je vais le faire à ma manière. Entre-temps, Alain Devaquet a écrit sa lettre de démission quelques heures avant la mort de Malik Oussekine. D'où l'erreur qui est reproduite depuis, et déjà dès le lendemain, on a dit Malik Oussekine est mort, Alain Devaquet a démissionné. C'est pas vrai.
historiquement, chronologiquement, il avait déjà démissionné quelques heures avant la mort de Malik. Ah bon? Oui, oui. Donc le 5 décembre, il démissionne. Il est démissionnaire. En fait, Jacques Chirac acceptera sa démission que le 8 ou le 9. Mais mentalement, Devaquet, Il avait lâché. voilà. Du reste, il n'apparaît plus du tout dans l'organigramme et des décisions, voilà. Et ça tangue tellement, effectivement. Le jour de l'enterrement de Malik Oussekine, il y a des milliers de gens dans les rues, beaucoup de parents, une émotion qui est très très forte. Les syndicats, entre autres la CFDT, qui à un moment avait commencé à se retirer, on fera 1 heure de grève, mais pas plus. Il y a des fédérations entières qui disent aux syndicats, taratata, nous on sera dans la rue. Ils se font déborder par la base. Ils se font tous déborder par la base. La CGT attise le truc au maximum et tout. Donc là, il y a une prise de position politique, syndicale et étudiantine. C'est-à-dire que même les syndicats de gauche, pour eux, c'est une aubaine. Enfin, je veux dire, voilà. Ils se disent, aïe, Chirac est mort avec cette histoire et tout. Donc, vraiment, le pays tangue pendant 2-3 jours. Et puis, on arrive à convaincre Monory de retirer le projet de loi, qui s'appelle désormais le projet de loi Devaquet-Monory. Les étudiants ont bien compris ce qui s'était passé. Voilà. Et le 11, à midi, Chirac fait une allocution à la télévision en disant « Je retire le projet ». Et là, le lendemain, tous les étudiants sont en cours. Tout s'arrête. Ce qui est intéressant dans cette mobilisation, c'est de voir que, effectivement, le drame de Malik Oussekine a marqué la rupture, surtout que c'est un contexte politique particulier. Oui. C'est une cohabitation avec un bloc qui est lui-même pas stable. Voilà. Entre RPR, UDF, où ils se tapent dessus, etc. Quelle sera, en guise de conclusion, quelle a été la suite du coup par rapport à Chirac et par rapport à Monory, qui en a perdu le plus? Alors Monory, de toute façon, devient l'unique ministre de l'Éducation nationale, où là il récupère effectivement des maternelles aux universités. Il avait fait des effets d'annonce en disant bah voilà ce que je ferai et tout. Et dans le livre qu'Alain Devaquet a écrit quelques années après, il fait remarquer les chants du reste que Monory n'a rien fait. Donc pour Monory, il gérera au quotidien. Chirac, ça va être pareil, ça va être très difficile pour lui après d'autant. Bon, très honnêtement, moi je n'ai pas poussé l'étude de la vie politique jusqu'en 88, puisque c'était la loi Devaquet. Pour autant, j'ai retrouvé des sondages, toute une série de sondages qui ont été faits quelque temps avant les élections 88. Quand on pose la question aux étudiants, est-ce que vous vous souvenez de la loi Devaquet? Ils disent oui, oui. Le slogan dans les manifestations, c'est Chirac, on s'en souviendra en 88. Donc, très probablement, la crise du projet de loi Devaquet a en partie joué dans la défaite de Jacques Chirac en 88. Du reste, c'est un drame quand même. On disait que la jeunesse était dépolitisée. Quand on commence à leur taper sur le crâne avec des matraques, ils se politisent très très vite. Ils comprennent vite le rapport de force. Et puis là, ça touchait des lycéens et des étudiants, donc c'était vraiment toute la jeunesse. Ouais. Et le syndrome Malik Oussekine, de toute façon, existe encore. C'est-à-dire que ça terrifie tous les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça terrifie tous les premiers ministres et ça terrifie tous les ministres de l'Intérieur. Ça, faut bien comprendre ça. Et la doctrine du maintien de l'ordre, moi j'ai discuté avec des responsables policiers qui, même maintenant, préfèrent des vitrines explosées plutôt que la tête d'un gamin éclaté. Oui. Voilà. Quand les minuscules sont dans la rue, c'est la panique à bord. C'est la panique. Ah ouais. C'est ce que craint et ce que craignait depuis le 19 janvier le gouvernement. Mais d'ailleurs, ils ont reculé sur quelques projets liés aux lycéens et aux étudiants. Oui. Très bien. Je te remercie, Olivier. Ça nous a permis d'éclairer un peu le moment présent et de comprendre comment peut basculer
moment politique et comment le gouvernement peut reculer sur une proposition de loi en mettant les jeunes dans la rue. Entre autres. Merci à toi. Merci aussi.